au sein du parti, il semblerait qu'il y a des combattants qui sont arrêtés par incarcérés justement à la justice sous la demande du secrétaire général du parti présidentiel UDPS. Qu'est-ce qui se passe? On en parlera autour de cette émission. On parlera également de la fin des brouhaha autour de l'arrivée du chef de l'État et de sa santé, parce qu'il y en a qui ont beaucoup parlé avant de son arrivée. Le chef de l'État s'est trouvé à Bruxelles pour des soins de santé, mais beaucoup de gens ont parlé, beaucoup ont dit n'importe quoi au nom du chef de l'État, jusqu'à lui souhaiter le pire. Et là, il est revenu en bonne santé. On parlera également de la proposition de loi déposée par Steve Mikaï, qui est député national. Il a répondu exactement à son exercice d'un député. Il a proposé une loi modifiant, demandant la modification, le changement plutôt de la Constitution, et puis le changement du régime. Il souhaite à ce que le régime semi-présidentiel soit changé au régime présidentiel. On en vient juste après pour en parler. Alors lui, c'est le coordonnateur des communicateurs de l'Union Sacrée. Il est également cadre au sein de l'UDPS, parti au pouvoir. Maître Donald Kabasele, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir aussi à tous les millions de spectateurs, des téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Comment allez-vous? J'ai fait un clin d'œil à tous les combattants de l'UDPS qui me suivent à travers le monde. Et donc, comme vous le constatez, nous allons super bien. Vous faites un clin d'œil alors qu'il y a des problèmes au sein de l'UDPS. J'ai commencé par là d'ailleurs. Parce que j'ai l'impression qu'au sein de l'UDPS, il n'y a jamais eu de l'ordre. Vous vous êtes acharné contre Jean-Marc Kabound. Kabound doit partir. Maintenant que Kabound est parti. Et finalement, vous êtes maintenant contre Augustin Kabouya. Il semblerait qu'il a bouffé de l'argent à l'arrivée du chef. Le chef de l'État est arrivé. J'ai entendu qu'on lui a donné de l'argent et qu'il a bouffé. Et maintenant, il a fait arrêter quelques combattants. Et vous souhaitez son départ. Qu'est-ce qui se passe exactement au sein de l'UDPS? Pourquoi il y a toujours des problèmes? On a comme l'impression que vous ne vous attendez jamais. Merci beaucoup, mon frère. Je vais d'abord vous dire tout de suite que à l'UDPS, il n'y a aucun problème. C'est très important de le dire. Mais seulement, nous sommes dans un parti où l'expression démocratique est plus accentuée. Ce n'est pas un parti de mot d'ordre. Ce n'est pas un parti où quand le responsable a dit, tout le monde doit obéir. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu de problèmes dans ce sens-là. Pour nous, combattants de l'UDPS, ce n'est pas un problème, c'est l'expression démocratique. Mais je dois devoir, je dois effectivement, je dois essayer de circonscrire le cadre. C'est vrai, nous sommes une démocratie. Nous avons lutté pour la démocratie, mais la démocratie, la liberté, ne veulent pas dire libertinage. Ça ne veut pas dire anarchie. Ça ne veut pas non plus dire désordre. Ça veut dire que même quand nous pouvons nous exprimer de manière démocratique, notre expression doit tenir compte qu'au sein du parti, bien que nous disons que nous avons une pyramide renversée, mais ne fût-ce que parce que nous avons voulu, dans nos statuts de l'UDPS, qu'il y ait un certain nombre de résolutions, ou carrément d'articles, voyez-vous, il fallait qu'à un moment, on soit également obligé de respecter ces squelettes-là que nous avons mis en place. Nous avons un statut qui nous organise. Nous avons la présidence du parti qui a en son sein le secrétariat général. Mais à l'heure actuelle, nous avons tout ça. Ça veut dire, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Il y a certains combattants, ça il faut le reconnaître, qui essayent un peu d'exagérer. Nous acceptons que chacun doit s'exprimer. Mais nous n'accepterons pas que ta liberté puisse enfreindre celle de l'autre, soit-il cadre ou militant du parti. Ce n'est pas parce que vous avez la liberté que vous devriez, par exemple, calomnier quelqu'un. Parce que vous savez qu'il y a d'un côté le parti, il y a de l'autre côté la dignité de la personne. En tant d'abord que personne.
Parce que le CG Kabouya, avant d'être secrétaire général du parti, ça a été un parlementaire debout, ça reste un combattant. Il est père de famille, voyez-vous. Il a aussi des gens qui le respectent. Il a des églises, il a tout ça. Ça veut dire qu'au-delà d'être secrétaire général du parti présidentiel, il a une dignité à conserver. Nous ne devons quand même pas tirer dans tous les sens. Et c'est comme... Il a bouffé l'argent lors de l'arrivée du chef de l'État. Il a reçu quelque chose qu'il devait partager aux combattants, mais il ne l'a pas fait. Et finalement, les combattants se sont révoltés contre lui. Moi, je pense que les amis qui ont conclu dans ce sens, ils sont tombés dans une grosse erreur. Moi, j'étais là. Pourquoi? Moi, j'étais là. J'étais à l'aéroport. Je suis arrivé jusqu'à l'OIA. Les amis ont fait une confusion. Il y a certains collaborateurs du président de la République qui ont remis un carton de masques et comment on dit, des gants, de masques, de gants, qu'ils tenaient dans un sachet. Qui tenait? Le CG Kabouya. Okay. Alors, pour les amis combattants qui étaient, je ne sais pas où, pour eux, c'est un sachet qui avait l'argent. Oh là là. Ça veut dire que ce sont des masques, en fait. Ce sont des masques pris pour argent. Mais moi-même, quand d'ailleurs, je ne peux pas citer le nom des autorités, je vis comment on lui remettait les sachets avec des masques et des gants. J'ai vu comment il a pris. D'ailleurs, il a fait une petite distance. Il était à côté de notre président de la Ligue de Jeunes. Donc, je vais dire vice-président de la Ligue de Jeunes, Amici Makutano. Il était d'ailleurs justement à côté. Les petits sachets. Tout de suite, le CG a mis ça dans la voiture et puis c'est tout. Pour les autres qui ont voulu intoxiquer les autres combattants, le CG a l'argent. Voyez-vous? C'est combien? J'ai écouté 100 000, 200 000, tout ce qu'ils disent. Et moi-même, je vis ça. J'ai dit, mais moi-même, je vis que ce sont des masques. Comment on peut parler d'argent? Alors, ceux qui ont pris cette mauvaise, je vais dire, communication, ces mensonges-là, ils l'ont distillé auprès des combattants qui n'étaient même pas au sein de l'OIA, qui étaient restés dehors. Et il les fait arrêter? Non, il n'a jamais fait arrêter quelqu'un. C'est vrai que les amis sont partis dans tous les sens. Certains ont fait des vidéos. Oui, mais il y en a qui m'ont appelé pour me dire qu'ils sont incarcérés. Oui, il y a certainement. Moi aussi, j'ai été contacté par certains qui étaient arrêtés. Selon eux, on leur a dit que c'est les CG qui les auraient fait arrêter. Oui, mais quand moi je vérifiais l'information, je n'ai trouvé aucune plainte. Aucune plainte, je dis bien aucune plainte. Et d'ailleurs, je mets quiconque à défi. Nous sommes sur un plateau, c'est une chaîne très sérieuse. Qu'on nous amène la plainte qui a été signée par Augustin Kabouya. Il n'y en a pas. Certains amis se sont illustrés par... on a été infiltrés au fait. C'est-à-dire qu'on est parti en pensant que nous étions entre combattants. Il y avait des gens qui étaient préparés pour semer la pagaille au sein de notre organisation. Ils ont commencé à chanter dans tous les sens. Certains ont commencé à insulter le président de la République. Certains ont commencé à faire du chantage. Et certains ont été récupérés manu militari par la police. Pourquoi? Parce que c'était des désordres. Ils jetaient des pierres. Mais vous voulez... Sans pouvoir porter plainte. Je vous pose la question. C'est quoi le travail de la police? Quand par exemple les gens viennent, ils disent, ils sont venus accueillir le président de la République. Il y a échange de jets de pierres entre les gens. Certains s'insultent publiquement. Vous voulez que la police passe? Pour de l'argent. Bon, je ne sais pas la raison, mais la raison, ce n'était pas seulement l'argent. La raison, ils ont trouvé beaucoup de choses. La police est venue pour l'ordre. La police a essayé de récupérer certains pour les amener au commissariat et savoir pourquoi certains se battent, pourquoi les choses se font de cette manière. Non. Et donc, il n'y a pas une plainte du secrétaire général Augustin Kabouya. Que Augustin Kabouya n'a fait arrêter personne. Ouais. Les combattants qui ont été arrêtés ou simplement ramassés par la police parce qu'ils étaient auteurs de désordre. D'ailleurs, quand lui-même le CG a appris qu'il y a certains combattants qui sont aux arrêts, il est en train de faire des démarches pour savoir pourquoi ces combattants sont arrêtés. Est-ce que quelqu'un
quelqu'un qui va faire arrêter les combattants, il sait que je fais arrêter. Est-ce qu'il va faire des démarches pour savoir où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'on leur reproche, et tout ça? Donc, c'est un faux débat. Moi, je vais profiter de votre micro pour conseiller nos amis combattants. Nous sommes combattants, nous les resterons. Nous ne sommes pas plus combattants que les autres. Même quand ils sont cadres du parti, ils sont combattants. Chez nous, ils l'ont été tous, avant peut-être vous. J'ai dit tous, nous sommes combattants. D'ailleurs, il y en a qui se sont illustrés par des luttes, qui ont sacrifié leur jeunesse et qui sont là, cadres au sein du parti. Chez nous, nous disons qu'un cadre, ce n'est pas un privilège, mais c'est une charge. Ils ont accepté le fait que être cadre, c'est une charge. Mais s'il vous plaît, chers combattants, vous n'accepterez pas qu'on insulte votre père. Vous n'accepterez pas qu'on insulte votre grand frère. Vous n'accepterez pas non plus qu'on dise que vous avez volé au moment où vous savez que vous n'avez rien fait. Arrêtons ça. Respectons notre hiérarchie. Nous pouvons avoir des choses à leur reprocher. Même un secrétaire général du parti. C'est quand même pas raisonnable. Je dis, nous pouvons avoir des choses à reprocher, à nous reprocher les uns envers les autres. Mais il y a une noble façon de le faire. Il y a une meilleure façon de le faire que nous vilipender nous-mêmes. Parce que, dites-moi un peu, ces désordres-là qu'on veut créer, profitent à qui? Est-ce que nous ne sommes pas en train de combattre notre propre parti nous-mêmes? Nous avons voulu que le président Kabound parte à cause de faits avérés qui ont été établis. Il est parti. Et maintenant, vous voulez faire partie... Est-ce que nous allons faire partie tout le monde? Mais dites-moi un peu, on fait partie tout le monde. Ouais. Donc le parti ne sera pas dirigé. Donc s'il te plaît, chers combattants, respectons notre hiérarchie, respectons nos cadres. Nous pouvons avoir des choses, comme j'ai dit, mais nous devons mutuellement du respect. Je ne sais pas, peut-être par un comportement, une parole, le CG peut avoir été dans ses états, il peut avoir lâché un mot, une phrase, mais, chers amis, le minimum qu'on peut, c'est respecter notre hiérarchie et revendiquer par des voies démocratiques. Qui est passé par des voies de fait, ce qui n'est pas étudié. Je vois, aujourd'hui, il faut qu'on l'encourage quand même. Nous pouvons tout dire, mais le CG Augustin Kabouya aujourd'hui, on a parlé avec vous l'autre fois de son périple au niveau de la province. Vous voyez, il est en train de préparer encore une descente dans toutes les provinces du pays pour essayer de redynamiser le parti, les réorganiser et voir dans quelle perspective nous pouvons nous lancer. Nous avons devant nous des échéances électorales. Nous devons nous prendre en charge comme parti politique. Ça veut dire que les choses que nous avons reprochées à l'équipe... Vous ne pouvez pas le faire. Nous pouvons le faire aujourd'hui. C'est-à-dire nous pouvons nous organiser. Et c'est ce que le CG fait. Qu'on l'accompagne, ok? Même si certains disent que le CG est en train d'exclure certains et partir avec les autres, ça peut être peut-être des interpellations, mais il ne peut pas prendre tout le monde. Mais tout celui qui peut avoir une bonne idée pour l'avancement de notre parti, ben, je pense que ce sont des idées qui sont le bienvenu. On doit arrêter de nous entrer dedans entre nous. Ça ne favorise pas l'avancement de notre parti. Bien au contraire, ça nous discrédibilise. Donc, moi, tout ce que je ferai, je vais voir toutes ces couches-là des amis, parce que pour la plupart, c'est des gens avec qui j'ai été en cellule. Certains sont à Lemba, certains à Moamba et tout ça. C'est des amis à conscientiser pour que, prochainement, que la même bêtise ne se répète pas. Alors, le message est passé. On va prendre le deuxième sujet, justement, c'est l'arrivée du chef de l'État. Après beaucoup de brouhaha, et là, le chef de l'État met fin à tout bruit autour de sa santé. Vous êtes allé l'accueillir au niveau de l'aéroport. Comment avez-vous vu la santé du premier citoyen congolais? Est-ce qu'il va mal ou il va bien? Je peux rassurer au peuple congolais, d'ailleurs, le peuple lui-même a constaté que notre président est très en forme. Il est en forme, il n'est pas mort comme certains l'ont annoncé. Il n'est pas non plus malade comme on voulait nous le faire croire, quelqu'un qui ne sait pas se réveiller, quelqu'un qui ne sait même pas écrire. Vous l'avez vu d'abord à l'aéroport, vous avez vu comment on lui a réservé un accueil très chaleureux. Je félicite même la mobilisation
qui avait été faite par le CG Augustin Kabouya. Vous avez vu les autres partis politiques, membres de l'Union Sacrée, l'AFDC, on ne peut pas citer tous les partis. Tout le monde était là pour accueillir son chef. Vous l'avez vu faire une descente au niveau des bonhommes pour ne fût-ce que s'imprégner de l'incendie qui avait eu lieu. Un président toujours amoureux de son peuple, il est descendu malgré qu'il avait eu de petits soucis de santé. Cela ne lui a pas empêché de descendre et de parler avec les Congolais. Au-delà de ça, vous avez vu, il a tenu plusieurs manifestations politiques. D'abord, nous avons connu le Conseil de ministres le vendredi, qu'il a lui-même présidé et c'était en présentiel. Les ministres lui ont expliqué leur amour, leur congratulations et tout ça. Ça s'est bien passé. Au-delà de ça, vous l'avez vu actif au sein du Palais du Peuple quand il s'agissait de présenter le programme prestigieux de 145 territoires à développer. Donc, pourquoi nous avons l'impression qu'il est convalescent, mais il ne peut pas se reposer. Non, écoutez, je dois d'ailleurs dire à certaines mauvaises langues, ceux qui ont prédit sa mort, que nous sommes des êtres humains. Avant d'être président, avant d'être CG du parti, avant d'être tout ce que nous sommes des personnes. Ça veut dire que nous pouvons tomber malades. Chaque personne peut tomber malade, ok? Comme chaque personne peut guérir. Chaque personne peut naître, chaque personne peut mourir, peut grandir, peut faire tout. C'est des réalités en tant que des humains. C'est quand même malsain. Et c'est vraiment de la mauvaise foi. Que vous trouviez qu'il y a deux gens qui ont fêté la mort du président de la République. Ce n'est pas de la sorcellerie. Mais pourquoi vous fêtez sa mort? Pourquoi? On souhaite le pire à quelqu'un. Mais c'est mon frère, je vous dis qu'à un moment donné, je me dis, si nos querelles politiques prennent la dimension de souhaiter la mort, de souhaiter même le pire à un humain, ce n'est pas la politique. Nous faisons autre chose. Plus de l'adversité. Parce que je vis dans le monde. Je vis dans le monde. Un opposant. Je parle d'abord de notre pays, à l'époque les Zaïre. Un opposant radical. C'est notre sphinx d'heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi Amolumba, qui est parti visiter le président Mobutu parce qu'il était malade. Et même quand il a perdu son fils. Même quand il a perdu son fils. Voilà le sens et les degrés de l'amour. L'humanisme. L'humanisme, c'est ça. Vous avez des opposants qui distillent de mensonges, qui fêtent, qui prennent des champagnes. Il y a même des journalistes qui disent crient que Félix Tshisekedi s'est... Qui m'a appelé à partir de Belgique, enfin juste après l'émission, j'ai reçu le coup de fil des Congolais en Belgique qui m'appellent pour me dire que, monsieur le journaliste, en tout cas, je vous donne une information. Le chef de l'État vient de décéder. J'ai été à l'hôpital, sur place, on venait de nous évacuer tous. Tous les Congolais ont été évacués et maintenant il reste uniquement le corps du chef de l'État. Vous vous imaginez? Et moi, j'ai appelé ceux qui sont là, je leur ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Je viens de recevoir un appel que le chef de l'État n'est plus... Non, il va bien. Vous vous imaginez? Dites-moi un peu, c'est quoi l'idée derrière? Et la nuit, je vois des articles être publiés. Dites-moi, c'est quoi l'idée derrière? Mais on est opposant, s'il vous plaît. On est opposant en politique. Nous faisons un débat d'idées, un débat de pensée. Moi, je trouve que c'est l'idée qui est la meilleure et pas celle-là. On confond la diversité politique de la haine. Ça devient une haine viscérale. Et c'est grave. Vous avez des gens qui vous disent on l'a opéré, on a pris le cœur, on a mis... Donc c'est grave. Il a subi l'opération du cœur, il serait empoisonné. Et on appelle ce genre de journalistes. Le poison a atteint justement le cœur. Dites-moi. Donc, il est en bon état. D'ailleurs, c'est pour rassurer les Congolais que leur chef est en forme. Mais en tant qu'un humain, il peut tomber malade. C'est normal. Il peut guérir, mais pour l'instant, il faut dire aux Congolais que leur chef se porte très bien. Il a eu certainement des petits soucis de santé, mais il n'est pas mort, il n'est pas aussi faible qu'on était en train de le dire.
Il est bien en forme, il préside, il marche, il fait tout. La conférence de députés provinciaux, voilà. Il a prononcé son mot. Finalement, on le voit partout. Et quelqu'un qui est malade, qui est partout. On va prendre l'autre thématique, justement, c'est la production parlementaire. Cette fois-ci, c'est Steve Mikayi qui a déposé une proposition de loi demandant le changement de la Constitution, surtout en son article 70, qui parle de la durée du mandat du chef de l'État. Steve Mikayi propose à ce que le mandat quitte de 5 à 7 ans. Est-ce qu'il est écouté? Est-ce qu'il sera écouté? Est-ce que cette proposition de loi passera? Il a proposé également le changement du régime. Il propose que nous quittions le régime semi-présidentiel au régime présidentiel. Selon ses motivations, il dit, selon lui, il pense que on doit renforcer l'autorité et le pouvoir au chef de l'État. Cette fois-ci, je suis en face d'un juriste. Vous êtes praticien de droit. Comment avez-vous trouvé la proposition de loi déposée par Steve Mikayi par le changement de la Constitution? Merci beaucoup. D'abord, le rôle du Parlement, c'est de légiférer certainement. C'est ce qu'il a fait. Voilà. Le Parlement a pour rôle légiférer. Je note deuxièmement que la Constitution dont nous parlons maintenant, cette Constitution donne la possibilité de la liberté d'opinion. Ça veut dire que dans cette Constitution, il est prévu une liberté d'opinion. Ça veut dire que même en politique, il peut y avoir des gens qui ont une opinion à émettre qu'on ne va pas rejeter tout de suite parce qu'ils font usage de leur droit constitutionnel qui est le droit à la liberté d'opinion. L'opinion de Steve, sans que cette opinion ne lie le président, comme certains sont en train de le dire, on doit d'abord considérer que ce n'est pas le président de la République ou la présidence de la République, ce n'est pas non plus l'union sacrée ou le parti politique du chef de l'État qui a fait cette proposition. C'est très important. C'est l'impression. Non, mais écoutez, nous parlons de Steve Mikayi, dont on connaît le parcours. Chacun connaît le parcours de Steve Mikayi. Il a été où? Il est où? Et pour l'instant, c'est vrai qu'il est avec nous au sein de l'Union sacrée. L'Union sacrée a des voies par lesquelles le message passe. C'est d'abord la vision du président de la République. Ça veut dire que le premier message, c'est le président qui les donne. Donc, dans le cas de Steve, ça n'est pas le cas. Alors, parlons idées, discutons l'opinion de Steve Mikayi. Moi, je trouve d'abord que notre constitution verrouille le mandat. L'article 220, quand vous le lisez, vous trouverez que le mandat ne sont pas révisables. Vous trouvez que le principe du suffrage universel non plus ne l'est. Vous trouvez qu'il y a tout un tas de choses qui ne sont pas touchables du point de vue d'une révision. Ça veut dire que, loin d'être une proposition de révision, moi je pense plutôt que c'est une proposition de changement. Parce que quand on révise ce qui n'est pas révisable, dans le droit constitutionnel, nous tombons dans ce qu'on appelle le changement. On quitte le terme révision pour aller au changement. Est-ce que le changement, selon notre constitution, est prévu? Est-ce que la révision est prévue? Je dis la révision, elle est prévue, mais sur des matières bien déterminées, bien définies. Je vous ai déjà dit que le mandat, les suffrages universels, le principe des droits humains, tout cela est exclu dans l'hypothèse d'une révision. Voyez-vous? Donc, quand on entre dans l'hypothèse du changement, c'est là qu'intervient l'article 5 de la Constitution. Qui dit quoi? L'article 5 dit que le pouvoir politique est le pouvoir du peuple. La Constitution, en d'autres mots, elle émane du peuple. C'est le peuple qui met en place une constitution. Alors, si on veut y aller par le parallélisme de forme et de compétences, voyez-vous, la théorie de l'acte contraire veut que, comme c'est le peuple qui met en place une constitution,
C'est seul le peuple qui peut décider de la mettre de côté et d'en remplacer une autre. Vous comprenez la logique? Ça veut dire que même quand l'hypothèse de la révision n'est pas constituée, du changement, je dis l'hypothèse du changement, n'est pas prévue dans notre constitution. Mais le peuple peut... Comme on dit que c'est le peuple qui est souverain, qui est le détenteur de tout pouvoir politique, ça veut dire qu'il n'y a que le peuple qui peut décider. Alors, ça veut dire que la démarche de Steve Mikaï est logique, parce que représente quand même le peuple. C'est un élu. Il a été élu, c'est l'élu de Mohamba, je crois. Je sais pas, oui, mais ça doit être ça. L'élu de Mohamba. Mais cette fois-ci, il exprime, en fait, il est porteur de la voix du peuple. Et il pense que le peuple veut que cette constitution soit changée. Ou il a tort. Non, le problème c'est que vous voyez que je ne vous parle pas de ma position. Parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pas de vous, justement. Je parle de l'opinion telle qu'elle a été développée par Steve. Il présente une pensée qui peut être débattue selon la science. Maintenant, je scripte son opinion, sa pensée. Et je vous dis, dans ce qu'il fait, il faut exclure la révision constitutionnelle. Il parle du changement. Voilà. Alors, s'il faut aller dans l'hypothèse du changement, ça veut dire qu'on va repasser au même exercice. Le référendum. Oui, il faut convoquer un référendum pour demander au peuple s'il est d'accord qu'on doit changer de constitution. Et donc, si le peuple est d'accord, ben, moi je ne suis qu'un citoyen, mais il y en a plus de 80 millions. Alors, mais selon vous, n'a-t-il pas raison de penser qu'on doit changer cette constitution parce qu'elle porte quand même beaucoup d'anomalies. Elle exclut la double nationalité. Et pourtant, ça pouvait être une qualité ou une richesse pour nous. Il y en a qui ont double nationalité, mais qui sont limités d'agir au pays. Pourtant, ils ont des moyens, ce sont des investisseurs, mais qui sont ailleurs. Ce sont des Congolais, mais ayant une autre nationalité. Ils se sont limités. Non seulement ça, Steve Mikaï, il pense que 5 ans pour être président de la République, c'est trop peu. Il faut ajouter 2 ans, parce qu'on n'arrive pas surtout à parachever la vision ou le projet de société du chef de l'État. Et il y en a qui pensent également, selon lui, que le chef de l'État n'a pas assez du pouvoir. Et donc il faut un régime présidentiel pour donner tout le pouvoir au chef de l'État. Cette fois-là, le Parlement, dans son ensemble, les 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, n'aura pas totalement le pouvoir qu'il a aujourd'hui. Ce n'est pas un principe démocratique que nous, par exemple, l'UDPS, nous acceptons la Constitution. Ce n'est pas un principe démocratique. Rappelez-vous, on est en 2005, nous avons boycotté les référendums tel qu'il a été initié pour voter la Constitution de 2006. Il y avait tout un tas de revendications que l'UDPS en tant que parti politique avait proposées. Personne et alors personne à l'époque ne nous a compris. Les gens sont partis encore qui avaient des problèmes sur ces référendums. Le vote, est-ce qu'il était correct, est-ce qu'il était vrai? Nous connaissons le débat. Nous restons logiques. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit revoir dans cette constitution. Ça, c'est vrai. Nous ne pouvons pas avoir une constitution qui parle des réalités françaises, au point de la nommer la petite sœur de la constitution française. Quand on parle du mandat, il peut y avoir un débat là-dessus, parce que vous avez vu vous-même que le président venait d'arriver, on lui a presque pris 3 ans, et il doit maintenant se focaliser pour le développement du pays dans 2 ans, et dans 1 année, on nous dit il faut élection. Pourtant, il n'a plus du temps. Voyez-vous, il faut élection. Au même moment, on se bat pour les élections. Au même moment, les Congolais souffrent. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de voir. Est-ce que nous avons la même réalité que la France pour avoir le même nombre de mandats? Je pense que non. Je pense que la France, c'est juste une administration. Mais nous avons un pays chantier, un pays à construire. Voyez-vous, quand on a un pays à construire, on vous dit vous avez 5 ans pour construire. Là-bas, ils ont déjà tout construit. Quand ils ont 5 ans, c'est juste l'administration, la gestion. Alors, il peut y avoir un débat là-dessus. Je pense qu'il peut ou ne pas avoir raison. Quand on parle dans notre constitution que nous pouvons aliéner une partie de notre territoire pour promouvoir le panafricanisme.
C'est dit dans notre constitution. Nous pouvons céder une partie de notre territoire pour promouvoir le panafricanisme. C'est dit dans cette constitution. Est-ce que si on se réveille un matin, on vous dit, bon, la RDC a signé, on doit aliéner par exemple 300 km² de notre territoire parce que nous devons faire la paix avec des voisins, je pense que personne ne l'acceptera. Personne. Et pas surtout vous. Personne. Alors, tout ça est dans notre constitution. Quand on nous dit, ben voilà, le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective, ça peut nous prendre 5 ans. 10 ans. 10 ans. S'il n'y a pas d'argent pour les élections. S'il n'y a pas d'argent, il reste. Est-ce que vous trouvez que c'est sécurisant? Donc, tout cet état peut faire effectivement qu'on change ou qu'on modifie. Mais il faut aussi noter que notre constitution a aussi beaucoup d'avancées. En termes de droits de l'homme, par exemple, tout ce qui est prévu, c'est bien. Le système politique qui avait été mis en place paraît un peu stable, même s'il y a des problèmes. Vous savez que Kabila lui-même, en 2009, a eu des problèmes par rapport à la coalition qu'il était en train de constituer. Et pourtant, il était tout puissant, il avait tout avec lui. Donc, vous voyez qu'il y a toujours des problèmes. Vous ne voyez pas que le Parlement dérange un tout petit peu les fonctions du chef de l'État. On a comme l'impression que le chef de l'État ne jouit pas de ses fonctions comme il se doit, et c'est le Parlement qui détient le pouvoir. D'ailleurs, l'idée première, ce n'est pas que le Parlement devrait contrôler le président de la République. Le Parlement devrait contrôler plutôt le gouvernement. Parce qu'on a une sorte de binôme institutionnel, ça veut dire du côté exécutif, il est bicéphale. D'un côté, nous avons le président de la République, et de l'autre côté, nous avons le Premier ministre qui est responsable devant le Parlement. C'est même la question que les autres se posent. Pourquoi nous avons voté le président de la République, mais quand il faut engager la responsabilité, vous dites que ce n'est pas lui, ça doit être le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est quelqu'un que le président nomme. Alors, le président nomme quelqu'un, vous les rendez responsables, voyez-vous, des actions du gouvernement. Le président échappe à ces contrôles-là. Mais c'est pas que le Premier ministre qui met en action la vision du chef de l'État. C'est ce que je dis. Mais quand les gens pleurent, c'est le chef de l'État. Quand il n'y a pas d'eau, c'est le chef de l'État. Quand il n'y a même pas de terrassés, c'est le chef de l'État. On devrait changer de narratif. On devrait par exemple dire, quand ça ne marche pas, c'est le Premier ministre. D'accord. Quand ça fait ceci, c'est le Premier ministre. Parce que c'est lui qui détient tout le pouvoir. Voilà, même. L'administration est entre ses mains. Voilà, d'ailleurs l'article 80, 421 donne beaucoup de pouvoirs réglementaires au Premier ministre. C'est ainsi que certains professeurs, comme le prof Bouchab, ont voulu penser que le gouvernement avait beaucoup trop de pouvoir que le président de la République. On a parlé comment on dit, du principe primo-ministériel. Là, vous voyez, c'est que le prof Bouchab a qualifié d'un régime primo-ministériel. Donc, il voulait expliquer que le Premier ministre a beaucoup de pouvoirs réglementaires, et ça c'est vrai. Au-dessus du chef de l'État. Pas au-dessus, bien qu'il y a un certain contrôle. Au niveau de l'administration, par exemple. Voilà, par exemple. Alors, est-ce que tout cet état des choses ne peut pas être changé? Nous devons quitter les chantiers bâtis. On nous a toujours habitués à dire il n'y a pas de bon moment pour faire ça. En 2009, c'est Kamitatou qui soulève ces débats. Olivier Kamitatou. Qui avait soulevé ces débats dans le même terme que Steve Mbikaï. Mais aujourd'hui, parce que ce n'est plus Joseph Kabila qui est au pouvoir, bon, Olivier Kamitatou commence à penser que, bon, ce n'est pas le moment. Voyez-vous? Ah, pourtant, c'est lui qui l'a proposé en 2009. C'est lui qui l'a proposé en 2009. Ça veut dire que si dans tous les États, nous avons au moins des idées qui vont dans ce sens, ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être un problème. Un problème de réaménagement, réadaptation, de révision ou de changement. Moi, je pense que tant que ce changement sera bénéfique pour le peuple congolais, le peuple sera prêt à accompagner la démarche. Mais il est tiré de partout. Il y en a qui l'appellent un opportuniste, il y en a qui disent que c'est un flatteur, il y en a qui disent, mais qui ne se rendent pas compte justement de réalité congolaise face à cette constitution. On a comme l'impression que nous avons polycopié une constitution qui ne marie pas la réalité congolaise. Mais lui, en tant qu'élu, en tant que député national, dans ses fonctions, il pense qu'il est opportun
de pouvoir retoucher cette constitution pour que ça se marie avec la réalité congolaise. Moi, je comprends un peu pourquoi on le tire de partout. Certainement, certains veulent voir. Il a été avec Joseph Kabila. Politique. Oui, il a été avec Joseph Kabila. Il voit peut-être le parcours politique de la personne. Il fut au FCC. Il juge la personne selon ses positions. Mais il faut qu'on reste objectif. S'il faut rester objectif, enlever tout ce qu'on a de lui dans la tête pour nous poser des questions, est-ce que c'est qu'il dit, il peut avoir raison ou tort? On fera un bon débat. D'accord. Parce que là, on va se dire, j'arrête d'appartenir à l'UDPS quand il faut parler idée. J'arrête d'appartenir au FCC, j'arrête d'appartenir. Posez la question à tout le monde. Est-ce qu'on peut réviser une constitution? Tout le monde va vous dire, oui, on peut réviser une constitution. Est-ce qu'on peut changer une constitution? Tout le monde va vous dire, oui, on peut changer une constitution. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est les débats. Est-ce qu'il y a opportunité? Certains pensent qu'il n'y a pas opportunité. Pourquoi il n'y a pas opportunité? Voilà. Il faut maintenant qu'on s'explique. C'est ça le débat d'intellectuel. Que vous dites qu'il n'y a pas opportunité pour telle autre raison. Ceux qui disent qu'il y a opportunité, ils doivent soutenir ce qu'ils disent. Est-ce que ce n'est pas ce qu'ils soutiennent? Pour ceux qui disent qu'il faut changer. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire autrement? C'est ça le débat. Et quand on fait un débat comme ça, je crois que la nation peut en bénéficier et nous pouvons aller de l'avant. Et vous êtes d'accord quand il dit qu'il faut quitter le régime semi-présidentiel pour le régime présidentiel? Êtes-vous d'accord? Par exemple, moi-même, parce qu'il faut se le dire, nous sommes scientifiques. Moi, je trouve que c'est une hypocrisie. D'accord. À quel niveau? De passer du régime semi-présidentiel. C'est une hypocrisie, pourquoi? Parce que pour moi, j'aurais bien voulu qu'un président s'assume. C'est-à-dire? Je suis élu président, comme aux États-Unis, tu es responsable. C'est toi qu'on a élu président, c'est toi qui es responsable de tout. Au lieu de dire, je suis président de la République, mais ce n'est pas moi qui suis responsable. Mais l'administration est c'est ailleurs. le Premier ministre qui doit faire ça. Voyez-vous? Donc, je soutiens. Ça veut dire que la population congolaise, en réalité, a raison de penser que la responsabilité revient au chef de l'État. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. On a déjà dit, quand il n'y a pas d'eau, on parle de Tshisekedi. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Mais pourquoi il n'est pas responsable dans la Constitution? Donc la Constitution nous contredit. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Alors, est-ce qu'on doit suivre une Constitution qui nous contredit parce qu'il a été copié-collé de Paris jusqu'en RDC, ou on doit nous adapter à nos propres réalités? Voyez-vous? Donc il faut s'assumer. Mais c'est vrai, il y a aussi un autre débat. C'est que les pays africains ou le pays du monde qui ont voulu imiter le système présidentiel des États-Unis sont tombés dans le présidentialisme. Ça veut dire un président hyper puissant, un dictateur et tout ça. Mais c'est peut-être de procès d'intention. Si un président est de bonne foi, je pense qu'il va faire ce que la loi lui recommande ou ce que la Constitution. On prend rapidement le dernier sujet. Et puis on évolue. On prend rapidement le dernier sujet, c'est la congolité, la proposition de loi faite par Noël Tiani, qui date de très longtemps d'ailleurs, mais qui refait surface parce que jusque-là, Noël Tiani s'est levé pour dire que cette loi doit être examinée par le bureau de l'Assemblée nationale et puis adoptée. Vous êtes d'accord que les fonctions ou les hautes fonctions de l'État soient uniquement réservées aux Congolais nés des pères et des mères? Moi, je suis Congolais né des pères et de mères. Donc, écoutez, dans chaque pays, il y a toujours cette bataille-là. Quand même tu es Congolais de père et de mère, c'est vrai que tu ne peux pas accepter que quelqu'un qui n'est ni Congolais de père ni de mère vienne quand même te diriger. Donc, imaginons. Mais s'il a la compétence, s'il a les moyens, s'il est capable. C'est parce que là, on parle, les gens veulent privatiser ou carrément personnifier le débat. Prenons un exemple. Un Congolais qui n'est ni de père ni de mère. Ça peut être un Français. Tout blanc, qui a la mère et le père qui sont français. Il vient, il est né peut-être au pays, il est Congolais. Il est tout blanc. Il peut devenir président de la République démocratique du Congo. Vous êtes prêts à accepter cela? Est-ce que les Congolais, nous sommes prêts à accepter cela?
Et s'il a l'amour plus qu'un Congolais né des pères et des mères? Vous pouvez avoir l'amour comme vous voulez. Mais nous sommes quand même un pays. Ce n'est pas pour rien, nous avons des limites telles qu'elles nous ont été imposées ou carrément telles que le pays a été constitué. Donc nous devons quand même avoir une partie de notre fierté. Donc je ne vois pas un Congolais de père et de mère refuser que ce soit un Congolais de père et de mère qui devienne président. Mais est-ce que cette proposition n'est pas personnifiée? Est-ce qu'on ne vise pas un seul individu? On a comme l'impression que ça vise directement un candidat président de la République. Qui par exemple? Vous savez de quoi? Voilà. Donc, c'est là où, en fait, de Moïse Katumbi. Voilà, je ne fais pas son apologie, mais je parle quand même de Moïse Katumbi. Notre difficulté. On a l'impression que cette proposition de loi le vise directement. Notre difficulté, c'est de personnaliser des débats d'État. C'est de quitter l'objectivité vers la subjectivité. Là, vous parlez d'un individu. Non, mais il n'est pas le seul. Le monsieur que vous citez, Moïse, il n'est pas le seul être congolais qui n'est pas de père et de mère. Mais c'est lui le candidat président de la République. Non, mais qui vous a dit qu'il sera? Parce que, d'ailleurs, pour être candidat président de la République, il ne suffit pas de l'annoncer. Il y a une CENI qui va vérifier le dossier de pièces pour accepter ou non votre candidature. C'est pourquoi vous souhaitez mettre en place... Non, je dis d'abord que quelqu'un ne peut pas déjà se dire que moi je suis le candidat qui va passer. Pourquoi on a mis la commission électorale indépendante? Moi, je pense. On a comme l'impression qu'on a peur de Moïse Katumbi. Pourquoi? Qui a peur de lui? L'UDPS, par exemple. Écoutez, c'est l'UDPS qui a fait revenir Moïse au pays. C'est le régime de l'UDPS qui lui a donné le passeport qui lui avait été confisqué par Joseph Kabila. C'est la première, d'ailleurs, action du président de la République. Le retour de Moïse Katumbi. Ça veut dire qu'il n'a pas peur de lui. Il a sorti des prisonniers. Il pouvait dire, bon, le monsieur, il me gêne qu'il reste là où il est. Il n'aurait même pas tort, parce que Kabila serait déjà parti. Il pouvait dire, c'est pas moi, c'est Kabila qui t'a mis dehors. Voyez-vous? Nous sommes à la fin de l'émission. Il l'a dit, Moïse, tu reviens. Il l'appelle mon frère. Il a même tranché ses débats. Vous vous rappelez, le président a tranché ses débats. Il a dit, pour lui, ça ne lui intéressait pas tout ça. Nous sommes à la fin de l'émission. Dernière question, la toute dernière question. Comment se porte votre organisation des communicateurs de l'Union Sacrée? On a comme l'impression qu'il y a un désordre. Il y a deux camps maintenant. Il y en a qui s'appellent communicateurs du changement. J'ai reçu ici, je citerai quand même le nom, parce qu'il a parlé de communicateurs. J'ai reçu la semaine passée Bazin Pembe sur ce plateau, assis où vous êtes, et qui a dit qu'il ne vous reconnaît pas comme coordonnateur et qu'il avait son organisation où beaucoup de gens ont déjà adhéré et vous faites ce que vous faites, mais ça ne le regardez pas. Pourquoi vous ne pouvez pas trouver l'unité entre vous? Bon, moi, je ne vais pas parler de personne. Je fais cet effort-là parce que c'est très important. Ce qui est plus important, c'est que nous avons mis en place une organisation pour soutenir le président de la République. Il y a combien d'associations qui soutiennent le président? Beaucoup. Je n'ai jamais vu une association dire à l'autre de ne pas exister. Si les amis ont pris leur option de soutenir le président de leur manière, mais ils le soutiennent. D'accord. Je vous dis, c'est un bémol. Nous étions en train de défendre le président de la République, chacun dans son coin, chacun dans son émission. Vous avez déjà vu des problèmes? Non. Le président est content de voir qu'on le soutenait. Chacun chez lui. Ce n'est pas un problème. Alors, nous avons décidé d'unir les amis selon leurs compétences. Je vous ai déjà parlé de ça. Nous avons fait une sélection d'une bonne équipe. Donc, c'est cette équipe qui doit accompagner le président. Vous avez un quidam, je ne sais pas d'où il vient. Il n'est peut-être pas connu ici, au pays. Il ne connaît, bon, il fait ce qu'il fait. Pourquoi vous voulez nous opposer à lui? Nous avons maintenant une charte. Nous fonctionnons, ouais. D'accord. D'ici là, on va inaugurer le siège. D'ailleurs, je vais vous inviter. D'accord. On a d'ailleurs un budget de plus de 2 millions de dollars. D'accord. Les autres sont dans leur coin. Ça veut dire que vous êtes organisé. Très organisé. D'ailleurs, je salue tous mes amis avec qui on était hier à GB, à Shoprite, où on a tenu la dernière réunion pour l'adoption de nos statuts. Nous sommes en train d'évoluer. Il faut laisser ces amis-là parler, nous coller de montants. Quand on voit telle autorité, 100 000.
Quand on ira là-bas, 200 000. Donc nous sommes déjà des millionnaires. D'accord, alors merci beaucoup Donald Kabasele. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de communicateur de l'Union Sacrée. Vous êtes également cadre au sein de l'UDPS, qui est parti présidentiel. Vous avez suivi justement les réponses de Donald Kabasele sur toutes les questions qui lui ont été posées. Moi, je n'ai fait que poser de questions. Restez branchés sur les antennes des 10e rue télévision. Le journal, c'est dans quelques instants, avec celle que vous avez vue il y a longtemps, que je vous réserve encore son nom. Vous allez le découvrir. Restez branchés. Okay. Dixième rue. Maté